Trois sujets au menu de notre invité sport ce soir. La Guinée où l'ex-sélectionneur a été radié à vie pour corruption. On évoquera également la Tunisie. Alain Giresse, le sélectionneur, a été remercié. Puis nous irons en France, entre la France et l'Espagne. Le cas de Neymar, le PSG a refusé l'offre du Real de Madrid. On en parle. On parle de ces sujets ce soir avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. La Guinée, l'ancien sélectionneur, le Belge Paul Put, a été radié à vie de la Fédération guinéenne de football qu'il a reconnu coupable de corruption. Un mois après son limogeage de la tête de la sélection pour insuffisance de résultats, Paul Put, qui occupait le poste depuis mars 2018 au 16 juin dernier, devra en outre s'acquitter d'une amende de 100 000 €, a indiqué la fédération dans un communiqué reçu, sans toutefois indiquer les faits qui lui sont exactement reprochés. L'enquête visait, il faut le rappeler, au départ à Adamou Diaby, le premier vice-président suspendu de la fédération. Mais tout ceci, Hervé Pisa, montre quand même que le milieu du football est un milieu de grande corruption. Oui, Samuel, je crois que s'il faut dire vrai, vous savez que ces genres de corruption ou de problèmes au sein du football, il y avait du rififi entre-temps même dans notre fédération par rapport à certains entraîneurs qui sont passés par ici. Et il faut dire aussi que c'est de la manière dont les entraîneurs sont choisis sans une certaine clarté, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la fédération. Vous savez, souvent, il y a un conflit de recrutement d'entraîneurs entre les fédérations et les ministères. Donc, je crois que la Fédération guinéenne de football, pour moi, elle a pris la bonne décision. La commission d'éthique a pris la bonne décision de radier Paul Put à vie parce que, de toute façon, il y a des preuves qui entachent le sélectionneur que moi j'appréciais lorsqu'il était du côté du Burkina Faso. Mais quand même, vous savez, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas les mêmes conditions de recrutement. Et donc, lorsqu'on vous dit qu'il y a un intermédiaire qui est en Belgique et qui aussi prend des rétro-commissions, vous devez comprendre que sûrement que ce résident en Belgique doit forcément être l'intermédiaire soit entre le ministère qui a recruté Paul Put ou bien la Fédération guinéenne de football, peut-être qui a la main libre de recruter ce dernier. Donc, souvent, c'est comme ça se passe. Et donc, pour moi, ça ne m'étonne pas, cette situation de corruption d'entraîneur ou de rétro-commission d'un membre de la Fédération vis-à-vis du sélectionneur, ça ne m'étonne pas. Et c'est un scandale, ce n'est pas seulement en Guinée. Peut-être que si vous fouillez très bien dans les fédérations en Afrique, c'est ça. Donc, pour moi, il faut quand même que les fédérations reprennent leur pouvoir, de pouvoir recruter dignement les entraîneurs en passant par des appels d'offres. Mais là, c'est là, à ce niveau-là aussi, qu'il y a beaucoup plus de corruption. C'est-à-dire que lorsque le président de la fédération a toute la latitude d'aller chercher son entraîneur, ça peut se discuter pendant que le président de la fédération sait la cagnotte que peut donner le ministère en charge ou l'État en charge, dit bon, ok, par rapport à ça, voilà ce que tu dois me verser. Le plus souvent, ça je le dis, qui veut m'entendre, ça se passe. Et donc, si le cas en Guinée a éclaboussé Paul Put, ça veut dire qu'il y a certains qui n'ont pas respecté leur engagement et du coup, il y a eu sabotage, trahison et donc ils sont en arrivés là. Est-ce que la Guinée va nous dire que c'est avec Paul Put seulement que cette histoire de corruption est arrivée? Non, je ne crois pas. Souvent, c'est le mécanisme des présidents de fédérations ou de certains ministres, il faut le dire, en Afrique. Donc, bon, désolé, mais ce n'est que sur le plan national que Paul Put a été radié. Il peut poser ses valises ailleurs. Mais c'est que
déjà, c'est une tache d'huile qui va le coller à la peau. Mais par contre, si la Fédération guinéenne de football avait fait un peu plus attention, Paul Putz n'a pas une très bonne réputation. Déjà, quand il faisait carrière en première division belge comme sélectionneur, il a été radié entre 2004 et 2006 pour des matchs truqués. C'est ce que je vous dis. Est-ce que si vous regardez même les entraîneurs, le balai des entraîneurs qui sont passés par le Togo, vous verrez aussi qu'il y a des véreux. Oui. Quand vous regardez au Ghana aussi, vous verrez qu'il y a des véreux. Il y a que ce que j'ai dit, quand vous regardez un peu la France, un peu la Belgique, on ne fait que nous tamiser des entraîneurs voyous pour nous envoyer ici. Donc, excusez-moi le terme, si nous-mêmes, nous ne voulons pas faire, comment l'appelle-t-on, nous ne voulons pas former nos propres concitoyens pour être adaptés à la chose. Et aussi, il faut le dire, ce n'est pas l'État de former nos concitoyens, ce n'est pas non plus à la fédération, mais c'est que ces concitoyens-là qui ont joué le football, qui ont joué le haut niveau et qui comprennent, à l'instar de Didier Drogba aujourd'hui, bon, les Adebayo Shei et aujourd'hui il y a les Abalo Dossé, il faudrait qu'ils s'affirment. Ces entraîneurs-là doivent s'affirmer pour quand même mériter la confiance de la fédération ou de l'État pour pouvoir quand même les permettre de travailler honnêtement. Mais s'il faut aller chercher un entraîneur, que ce soit la fédération ou le ministère, forcément, il y a souvent de ces genres de corruption. Et donc, on ne vérifie pas, de toutes les façons, celui qui veut recruter. Si ça l'arrange derrière, il n'a pas besoin de venir vous dire que celui-ci a un passé pas totalement bien. Vous comprenez? Donc, si déjà, que ce soit le ministère ou le président de la fédération qui fouille bien le parcours d'un entraîneur depuis, comment l'appelle-t-on, qu'il est joueur, jusqu'à ce qu'il ne soit entraîneur, et qu'il convient qu'il y a eu des frasques, mais cet entraîneur-là, de toutes les façons, sur le plan éthique, n'est pas habilité quand même à être choisi pour diriger. Mais de toute façon, il y a quand même beaucoup de personnes qui préfèrent, par exemple, aller discuter avec des entraîneurs, entre guillemets, véreux, qui peuvent être ouverts à un certain nombre de concessions. C'est-à-dire, je vous donne le contrat, mais en retour, sur votre salaire, j'ai 10%, 15%. Si vous prenez quelqu'un qui est clean, il ne risque pas d'accepter ces concessions-là. Oui, justement, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis, est-ce que aujourd'hui, entre l'État et les fédérations, est-ce qu'il ne faut pas une entité qui puisse, indépendante qui puisse maintenant, au vu que la fédération lance un appel d'offres, que cette commission-là s'en saisisse et vérifier correctement les dossiers de ces entraîneurs pour quand même se rendre compte, mener une enquête minutieuse pour se rendre compte que est-ce qu'un membre de la fédération n'a pas été approché par l'entraîneur ou un membre du ministère n'a pas été approché par l'entraîneur, et voir correctement le CV, le parcours de ce dernier avant de pouvoir faire le choix sur celui-là qu'il faut et aussi par rapport au problème de l'heure, de la fédération ou du pays qui veut cet entraîneur. Le second sujet, nous parlons de la Tunisie. Là-bas, c'est un autre entraîneur, mais lui, ce n'est pas pour corruption, mais c'est pour insuffisance de résultats. Alain Giresse ne sera pas resté longtemps en poste, appelé en décembre 2018 pour prendre le relais de Fawzi Benzarti. Écarté, lui, après quelques semaines, le technicien français n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. L'ancien international tricolore s'est séparé à l'amiable de son employeur après avoir réussi à amener les Aigles de Carthage jusque dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération tunisienne de football donc vient d'annoncer le départ d'Alain Giresse de la tête de la sélection tunisienne. Alors on voit généralement ça après chaque CAN. Ce sont souvent les entraîneurs qui servent de bouc émissaire. Quand l'équipe n'a pas bien avancé, on se sépare des entraîneurs. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Non, je crois que insuffisance de travail, quand je prends le cas du Maroc, de Hervé Renard, c'est normal que cet entraîneur puisse quand même partir parce qu'il y a effectivement insuffisance au niveau... ça dépend aussi du contrat qui a été signé par l'entraîneur. Est-ce que après, les qualifs de l'équipe nationale, il y a toujours des conditions. Ce n'est pas ici où le contrat des entraîneurs reste encore sombre et qu'on ne clarifie pas. Bon, pour moi, je vais dire le cas d'Alain Giresse, ça c'est un faux problème. Alain Giresse, quoi qu'on dise, il n'a pas
fait un mauvais résultat. Depuis qu'il a pris cette équipe-là, depuis décembre, il a fait quand même un bon résultat. Il est même allé au niveau des Caridas. Personne n'attendait la Tunisie à ce niveau-là. Mais il faut dire qu'au niveau de la Tunisie, la Fédération tunisienne de football a un sérieux problème avec les dirigeants et les joueurs. Vous allez voir que tout à l'heure, si un dirigeant impose un joueur et que l'entraîneur n'en veut pas, ou le directeur technique impose un certain nombre de schémas et que l'entraîneur n'en veut pas, après, c'est que il faut rapidement que l'entraîneur parte. Donc, si quand même la Fédération tunisienne de football avait entendu raison, c'est que Alain Giresse devait y rester parce que en septembre, ils ont encore 2 matchs amicaux. Ils ont aussi le parcours des CAN à venir à faire. Donc, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que je pense que même après, juste qu'ils ont échoué c'est-à-dire que dans le Caridas, ils pouvaient quand même discuter avec lui pour partir. Là, je pense que quel que soit l'entraîneur qui va venir prendre cette équipe-là, elle n'est pas du tout homogène, hein, cette équipe de la Tunisie. Elle a joué sur la pointe des pieds, elle a profité aussi des erreurs de ses adversaires pour en arriver là, mais il faut dire que cette équipe-là aussi n'est pas totalement homogène. Si un entraîneur de ce niveau-là doit prendre cette équipe-là. Donc, d'office, je vous dirais que c'est l'adjoint de Alain Giresse qui va continuer le boulot avant qu'il ne trouve quelqu'un. Mais vous comprenez qu'il y a toujours les joueurs qui jouent les premiers rôles quand on ne veut pas de la tête d'un entraîneur. Ça se passe, même dans les grands clubs, que ce soit en Angleterre, en France ou en Espagne. Quand une star d'une équipe ne veut pas de la tête d'un entraîneur ou comment l'appelle-t-on, il y a du rififi entre eux, c'est que c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés. Et c'est dommage, hein, c'est dommage quand même. Mais est-ce que pour construire quand même des équipes assez solides, est-ce que ça fait bien d'avoir des entraîneurs qui sont là pour peu de temps seulement? Parce que vous avez Fawzi Benzarti qui a fait juste quelques semaines. Alain Giresse, il ne fait que 8 mois. On ne peut pas bâtir une équipe quand on a des entraîneurs aussi court-termistes. Justement, c'est ce que j'ai dit. Le problème de la Fédération tunisienne de football réside ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'ego de ces joueurs-là, qui est lié à ces dirigeants de football-là, il faut arriver à briser ça pour pouvoir permettre à un entraîneur d'avoir la même mise totalement sur l'équipe pour qu'il puisse avoir un résultat, que ce soit à court, moyen, long terme. Même celui que Alain Giresse a succédé, il a fait de très bons résultats. Il n'était pas quand même médiocre, mais c'était le problème d'ego, c'est le problème entre les joueurs, de ne pas avoir sélectionné certains joueurs qui a amené certains dirigeants tout de suite à prendre cette décision. Mais écoutez, il faut le faire partir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, la Tunisie, c'était vraiment pas la peine, quoi. C'était vraiment pas la peine. Et Alain Giresse, j'ai toujours dit, dans un contrat, il y a toujours, comment l'appelle-t-on, des gentlemen agreements entre les sélectionneurs et les fédérations au cas où un problème s'y pose. Nous l'avons connu ici à la Fédération togolaise de football. Personnellement, le cas de Thierry Froger qui ne voulait pas partir, à un moment donné, c'est dans mon bureau que on a trouvé un compromis à l'amiable pour que Thierry Froger puisse partir. Je pense que c'est le même cas qui se présente, qui s'est présenté en Tunisie. Lorsqu'un entraîneur voit quand même qu'il a fait du travail et qu'en face de lui, les dirigeants sont divisés et que les joueurs aussi sont divisés, pour lui-même, son image et son parcours à venir, il vaut mieux aller à l'amiable pour pouvoir regarder son avenir. Mais à 66 ans, Alain Giresse, avec son parcours, vous pensez qu'il a de l'avenir? Son 6 ans par rapport à votre entraîneur qui est plus âgé. Mais je pense que, vous savez, quelqu'un l'a dit, Otto Puster qui nous avait amené au mondial ici, il avait quel âge? Plus de 110 ans. Donc je pense que la destination d'un joueur, enfin d'un entraîneur comme Alain Giresse, ce n'est pas forcément d'être encore un sélectionneur, mais il peut être utile, directeur technique quelque part, directeur sportif quelque part. Donc on n'est pas forcément formé entraîneur pour y rester jusqu'à la fin. Et à un moment donné, comme vous le dites, c'est vrai, quand on est âgé, il faut maintenant choisir d'autres prédilections pour ne pas quand même salir son image après.
Le dernier sujet, nous parlons maintenant de Neymar. Le Real Madrid a fait une offre hallucinante au Paris Saint-Germain pour récupérer Neymar, mais les 3 joueurs des Merengues ne conviennent pas au PSG. Plus les joueurs avancent sur le dossier Neymar, plus le dossier Neymar se rapproche de la fin. Le Brésilien rejoindra-t-il le FC Barcelone, le Real Madrid ou Juventus de Turin? Restera-t-il joueur du PSG? Tirera-t-il les pénaltys comme l'a indiqué son entraîneur Thomas Tuchel à son groupe? En tout cas, la réponse à ces questions reste suspendue jusqu'au 25 septembre prochain. Le cas Neymar, Pisa, aujourd'hui, apparemment dans les chaussettes du PSG, ça semble être plus un caillou qu'on veut enlever, mais qui est plus difficile à enlever. Ben, je pense que ce problème, il appartient au PSG de le résoudre. Quoi qu'on dise, la manière dont ils ont forcé les choses pour pouvoir avoir Neymar, il faudrait aussi qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Il faudrait aussi qu'ils fassent le même parcours pour pouvoir libérer le joueur. De toutes les façons, le joueur lui-même ne veut plus rester à Paris. Et aujourd'hui, le PSG, l'argent qu'il a misé sur lui, aucun club aujourd'hui n'est prêt quand même à débourser parce qu'ils veulent le cash. Aucun 222 millions 222 millions. Aucun club aujourd'hui n'est en mesure de sortir de l'argent, même si ces clubs-là ont de l'argent. On peut pas. Ça dit que ça c'est trop. Ça dit que c'est trop misé. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que Neymar a à produire pour qu'on puisse miser ce montant-là? Donc, je pense que le PSG est responsable de ses propres attitudes. C'est-à-dire qu'il faut que le PSG comprenne aujourd'hui que soit Neymar, de toutes les façons, s'il reste à Paris, il ne sera plus le même Neymar, il ne va pas jouer parce que là, il veut partir. Ça, il faut, ces catégories vont partir. Maintenant, le PSG le tire par le bout du nez. Non, tu ne peux pas partir parce que nous, on veut notre argent. Figurez-vous même l'offre qui a été faite, comment l'appelle-t-on, à Barcelone. Je ne suis pas sûr que le FC Barcelone puisse quand même revenir faire une autre proposition. Parce que ils étaient sur la barre de 100 millions d'euros plus Coutinho. Eh bien, ils ont refusé. Coutinho, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Philippe Coutinho et Neymar, en termes de valeur intersèque, est-ce que Neymar le dépasse? Non, moi je dis que Neymar, c'est vrai, c'est une star. Les gens le prennent pour... je n'ai rien contre le joueur, mais je pense qu'il doit s'affirmer. Je l'ai toujours dit, quand vous regardez Léo Messi et vous regardez Cristiano Ronaldo, même aujourd'hui, par rapport à leur âge, même si quelqu'un veut mettre un montant, c'est que tout le monde est d'accord. Donc pour moi, Neymar sortira perdant, le PSG sortira perdant si le PSG lui-même, il ne prend pas la mesure de la chose. Parce que ça, Philippe Coutinho aujourd'hui a signé au Bayern de Munich, ça c'est fini, c'est mort. Aujourd'hui, le Real Madrid qui a proposé Kylian Navas et Bale et plus 100 millions d'euros et que le PSG refuse, mais quand aujourd'hui ils disent qu'ils préfèrent Isco, et ils veulent prendre Isco et Lucas Vazquez, est-ce que vous comprenez? Et plus Bale, et ajouter à ces 100 millions d'euros. Pour moi, le Real Madrid a fait l'offre. L'offre qui a été faite par le Real Madrid, c'est Florentino Pérez, c'est le président. Mais je vous dis honnêtement, selon nos informations, Zinedine Zidane ne veut pas de Neymar. Lui, il ne veut pas. Mais aujourd'hui, comme c'est le président qui décide, qui défait et qui refait, c'est sa proposition. Donc, pour moi, le PSG, comme vous l'avez dit, jusqu'au 25, ils ont jusqu'au 25 septembre quand même pour pouvoir prendre une décision. Mais s'il ne savent pas faire, je pense que tout ce qui lui a été proposé, que ce soit par le FC Barcelone ou que ce soit par le Real Madrid, il risque maintenant de perdre, à moins qu'il trouve peut-être un compromis avec Juventus de Turin. Mais Juventus, comme vous l'avez dit, est-ce que Neymar pourra jouer à côté de Cristiano Ronaldo et consort? That is the question. Mais comment est-ce qu'à l'époque, sur quoi comptait le PSG pour mettre 222 millions d'euros sur Neymar? Il faut dire que vous savez, par rapport à la Champions League passée et par rapport au physique de Neymar et dans le temps, l'image du joueur était vendue très cher. Et aussi, le PSG a voulu défier tous les clubs passant par l'Angleterre, l'Espagne,
qu'ils étaient vraiment un club, ils ont de l'ambition parce qu'ils avaient aussi les stars. Hein. Le PSG, l'année passée, les stars qui étaient quand même, on avait un haut niveau pour pouvoir quand même aller décrocher la Champions League. C'était quand même leur priorité. Mais derrière ça, on sait quand même ce que le PSG a été, vous savez, plusieurs fois interpellé par, comment l'appelle-t-on, interpellé par certaines instances de l'UEFA par rapport, comment l'appelle-t-on, au fair play financier et consorts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le PSG est pris dans son propre piège, qu'il fasse en sorte que eux-mêmes, ils puissent sortir par la petite porte, sinon le cas Neymar risque de les esclabousser. Hervé Pisa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après le journal, nous laissons place à Regard Croisé.